1.1 Carnet d'ordre, propriétés statistiques et dynamiques. Alors, parlons un peu des objectifs de ce chapitre. Alors, dans ce chapitre, nous allons étudier la microstructure des marchés, c'est-à-dire la façon dont les prix sont déterminés de manière concrète par l'équilibre de l'offre et la demande. Dans les marchés centralisés, comme les bourses électroniques, cet équilibre se produit à l'aide d'un objet fondamental, le carnet d'ordre, c'est-à-dire la liste mise à jour en temps réel et à haute fréquence des ordres à prix limite soumis par tous les fournisseurs de liquidités, aussi appelés market makers, et contre lesquels les ordres marchés vont être exécutés. Alors, afin de bien comprendre cet objet, le carnet d'ordre, nous allons examiner les statistiques empiriques de sa taille, d'une part, et de sa forme, d'autre part. Et ensuite, nous allons étudier deux modèles simples qui permettent d'expliquer nos observations. Alors, le carnet d'ordre est présent dans tous les marchés centralisés, comme les bourses électroniques et les ECN, Electronic Communication Networks. Donc, dans les deux cas, les ordres sont soumis par les acteurs de marché électroniquement à un matching engine. Donc, ils collectent les ordres, les diffusent à tous les participants en temps réel et en assurent la gestion, c'est-à-dire création, annulation, modification, exécution. Alors, la seule différence entre bourse et ECN est dans la nature de la contrepartie lorsqu'une transaction a lieu. Il y a une contrepartie unique dans le cas de la bourse et la contrepartie se produit de gré à gré dans le cas d'un ECN. Alors, cette distinction ne nous préoccupera pas ici, car nous nous limiterons à l'étude du mécanisme de création-exécution, annulation des ordres indépendamment des contreparties. Alors, le carnet a deux côtés, la demande, bid, et l'offre, offer ou ask. Alors, les prix à la demande, donc ce sont des prix donc d'achat, sont bien sûr tous inférieurs aux prix à l'offre, des prix de vente. Alors, les ordres limites des fournisseurs de liquidités, market makers, sont soumis au carnet et ils restent jusqu'à ce que le market maker décide d'annuler ou, dans certains cas, de modifier la quantité ou le prix de l'ordre, ou lorsqu'un ordre marché va frapper le carnet. Alors, ces ordres sont ordonnés par priorité d'abord de prix, donc le meilleur prix ayant stricte priorité, et ensuite à prix égaux par ordre d'arrivée temporelle. Alors, d'autres types de priorités existent sur certains marchés, mais nous nous limiterons ici au cas le plus simple de priorité prix-temps. Le carnet est souvent représenté de deux façons possibles. Soit comme dans ce schéma ici, comme une liste de prix à l'offre, donc ici dans la partie supérieure, et une liste de prix, une liste d'ordres à la demande, donc en bas, avec la quantité agrégée disponible à chaque prix. Bon, soit comme dans ce diagramme, où l'on représente les ordres individuels avec leur taille. Alors, la première caractéristique du carnet d'ordre qui va nous préoccuper, c'est sa taille agrégée ou taille totale. Donc, on va sommer la taille donc côté bid et côté ask, et on va se demander pourquoi un carnet d'ordre aurait-il une taille plutôt qu'une autre. Alors pour cela, on va regarder des données. Donc on va regarder le marché actions américain, la bourse américaine, dans ce code ici, et on va prendre un exemple représentatif de carnet d'ordre et on va calculer sa taille. Et on va tracer l'histogramme de sa taille. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Alors vous avez donc en abscisse donc le nombre d'ordres en dizaines de milliers qu'il y a dans le carnet à un moment donné, et vous avez en ordonnée ici
donc la probabilité d'observer cette taille dans le carnet, dans l'échantillon de données disponible. Alors comme vous le voyez, on constate que une certaine taille spécifique est beaucoup plus probable que les autres et que la distribution de la taille, loin d'être uniforme, présente un pic assez marqué. Donc nous allons maintenant tenter de comprendre pourquoi. Alors, étudions maintenant un modèle de diffusion du carnet d'ordre. Alors, tout d'abord, par symétrie, il est nécessaire de modéliser uniquement un des deux côtés du carnet. Donc, nous ne traiterons pas du cas où l'offre et la demande peuvent être fondamentalement asymétriques sur certains marchés. Alors, on va supposer par souci de simplicité que tous les ordres sont de la même taille V0. On va aussi supposer que les ordres sont insérés avec un taux qui suit un processus de Poisson de paramètres, donc de paramètres petit a, donc pour add. Et je rappelle que cela signifie simplement que durant une période delta t, la probabilité de voir un ordre inséré est égale à delta t fois a. On va aussi supposer que les ordres sont annulés ou exécutés avec un taux de Poisson D, alors D pour delete, et nous verrons par la suite que pour éviter une divergence du carnet, c'est-à-dire une taille qui tend vers l'infini, nous devrons supposer que petit a est inférieur à petit d. Alors, la quantité qui va nous intéresser, c'est P de Vt, donc la probabilité pour que le carnet ait une taille V autant T. Alors, nous devons spécifier ce qui se passe lorsque la taille du carnet atteint 0. Donc, dans ce cas, nous allons tirer une taille au hasard dans une distribution mu afin de recréer le carnet. Alors, ça correspond dans la réalité au scénario où l'un des côtés du carnet va disparaître en raison de l'exécution et de l'annulation de tous les ordres de ce côté du carnet. Et donc, les ordres, d'autres ordres vont être soumis pour recréer le carnet. Alors, nous notons, comme on a dit, la probabilité d'avoir un carnet de taille V autant T, nous notons P de Vt. Alors, pour avoir l'équation satisfaite par P comme fonction de Vt, nous allons faire un simple bilan de conservation. Donc, si on regarde l'évolution de P en fonction du temps, on voit que si on fixe V, les ordres de taille V peuvent venir de trois endroits en fait. Donc, ça peut venir de l'annulation en fait d'un carnet, d'un ordre de taille V0, d'un carnet qui au départ était V plus V0. Donc, on a un terme D fois P de V plus V0T, qui vient de deletion D, donc l'annulation d'un ordre à partir d'une taille V plus V0. Ensuite, avoir un carnet de taille V, ça peut venir aussi d'une situation où on avait une taille V moins V0 et on additionne un ordre de taille V0, donc vous avez le A fois P de V moins V0T. Et puis, lorsque vous avez déjà une taille V et que vous avez soit une annulation, soit une addition d'ordre, eh bien vous quittez la taille V finalement par le haut, par le bas, et donc vous devez retirer le A plus D P de Vt. Par ailleurs, on doit aussi ajouter un terme de source, donc une constante fois mu de V qui correspond au tirage d'une taille aléatoire lorsque le carnet atteint la taille 0. De plus, lorsque V égale 0, eh bien, on souhaite que cet état ne soit pas atteint, c'est pour ça qu'on recrée le carnet, donc on doit avoir la condition aux limites de Dirichlet, P de V égale 0 égale 0.
Alors, pour simplifier, on va chercher en fait une solution particulière qui est un état stationnaire. C'est-à-dire une solution P qui ne dépend pas du temps. Donc, si P ne dépend pas du temps, hein, donc c'est uniquement une fonction de V, P égale P de V. Donc, la dérivée, bien sûr, par rapport au temps est nulle. P de Vt égale P de V. Alors, si l'on reporte dans l'équation qu'on vient de décrire, hein, donc dérivée en temps est nulle, donc on va arriver à simplement une équation aux différences finies sur P comme fonction de V. Et je vais aussi en profiter pour normaliser les constantes en divisant tout par A plus D, avec des constantes normalisées qui vont apparaître, qui sont notées ici. Donc il y a A bar A sur A plus D, D bar D sur A plus D, etc. Donc si on fait tout ça, eh bien on voit que l'équation qu'on obtient, hein, c'est les quatre termes dont on a parlé, donc un D bar, donc le terme d'annulation, donc venant de V plus V0, hein, vous vous souvenez, on annule V0, on arrive à V. Le terme de création, donc qui est ici un A bar P de V moins V0, donc on partait de V moins V0, on arrive à V. Le terme de compensation, donc A plus D sur A plus D, donc moins P de V. Et le terme de source, donc qui est de la forme alpha, qui est alpha bar mu de V, et ceci doit être égal à 0. Alors on notera que A bar plus D bar est égal à 1, il s'agit de constantes normalisées. Alors on a reporté ici l'équation des références finies qu'on vient de mentionner, et maintenant on va passer à une équation continue qu'on va pouvoir résoudre. Alors pour ça, il faut passer du discret au continu. Et l'outil ici va être la formule de Taylor qu'on va appliquer. Alors, donc on va considérer V0 comme un accroissement, V comme notre point de base. Donc P de V plus ou moins V0 va être égal à P de V. Donc plus ou moins l'accroissement, donc V0 P' de V, plus sa dérivée seconde, donc 1 demi de V0 carré P seconde de V. Alors si on écrit ça et qu'on reporte dans l'équation des références finies, vous voyez que en fait les termes en P vont s'annuler et ne reste que trois termes. Alors on a le terme en dérivée seconde, donc on a le 1 demi de V0 carré P seconde de V. On a les termes de dérivée première, donc un V0 D bar moins A bar P' de V. Et puis on a le terme source qui reste, donc alpha bar mu de V, qui est égal à 0. Alors, cette équation différentielle sera plus simple à résoudre. Alors, nous allons maintenant choisir une distribution mu spécifique. Donc, on va traiter le cas d'une distribution en masse de Dirac. Donc, en fait, mu est une masse de Dirac concentrée en V égale V bar. Alors cela va nous permettre de résoudre explicitement l'équation aux dérivées partielles dans ce cas-là. Donc on va traiter d'abord ce cas et ensuite, dans quelques minutes, le cas où mu est la fonction P de V elle-même. Alors, tout d'abord, dans ce cas de masse de Dirac, on obtient l'équation différentielle qu'on avait vue, hein, donc 1 demi de V0 carré P seconde, plus le terme du premier ordre, donc V0 D bar moins A bar P', plus le terme source, qui est donc ici alpha bar, fois une masse de Dirac, concentrée en V égale V bar, égale 0. Alors ceci nous conduit à étudier bien sûr ce qui se passe en dehors de V bar. Donc en dehors de V bar, le terme Dirac s'annule et on peut diviser, vous voyez, par P',
et en déduire le ratio, donc P seconde sur P', qui va être égal à moins de D bar moins A bar sur V0. Alors, par ailleurs, on va avoir besoin de conditions aux limites. Et pour ça, on se souvient que P satisfait la condition de Dirichlet en 0, donc P de 0 égale 0. Et par ailleurs, P en infini donc, doit être également égal à 0 puisqu'il s'agit d'une distribution de probabilité, donc elle doit tendre vers 0 à l'infini. Alors, si on regroupe toutes ces informations, donc l'équation de dérivée partielle qu'on a sur deux intervalles, donc V de 0 à V bar, de V bar à plus infini, et les conditions limites, on voit que P de V va être donné par deux expressions, une dans chaque intervalle. Donc pour V plus petit que V bar, V plus grand que V bar. Pour V plus petit de V bar, si on intègre ça, oui, une dérivée logarithmique, on va l'intégrer, on tombe sur une constante C fois 1 moins exponentielle, donc moins 2 sur V0, D bar moins A bar fois V. Et au-dessus, donc pour V plus grand que V bar, on aura une autre constante, hein, un C tilde, exponentielle, la même exponentielle, hein, donc moins 2 sur V0 D bar moins A bar V, donc pour V strictement plus grand que V bar. Et ici, C et C tilde sont des constantes positives. Alors pour nous simplifier un petit peu les notations, on va noter gamma, la constante qui apparaît, hein, donc le 2 sur V0 D bar moins A bar. Et vous voyez tout de suite que on a été obligé ici de supposer, hein, comme on doit avoir une décroissance à l'infini, donc on a été obligé de supposer ici que gamma est strictement positif, hein, parce qu'on va trouver que si on réécrit tout en fonction de gamma, hein, donc pour V plus petit que V bar, on a un C exponentiellement gamma V, V plus grand que V bar, on a un C tilde exponentiellement gamma V, donc ça n'a de sens tend vers 0 que si gamma est positif. Donc, vous vous souvenez, on avait dit dans l'introduction que on sera amené à un moment de dire que le taux d'annulation doit nécessairement être supérieur au taux d'addition des ordres. Hein. Donc, D doit être plus grand que A, donc D bar plus grand que A bar, donc gamma positif. Donc, c'est là que ça intervient. Voilà, donc il nous reste maintenant à déterminer ces constantes C et C tilde. Alors pour ce faire, donc on va se souvenir que P est une distribution de probabilité, donc c'est une fonction qui doit être continue. Donc en particulier, sa limite à gauche et à droite en V bar doit être la même. Hein. Donc on doit avoir P de V bar moins, c'est-à-dire la limite à gauche de P de V quand V tend vers V bar, doit être égal à la limite à droite, donc P de V bar plus. Et si on applique donc cette condition de continuité, hein, simplement, on peut y restreindre donc le nombre de degrés de liberté. On a deux constantes, on va plus n'en avoir plus qu'une, et donc on tombe sur l'expression P de V, donc qui va être donc toujours C 1 moins exponentielle moins gamma V, donc dans la zone V plus petit que V bar. Et pour V plus grand que V bar, eh bien, on va avoir C, donc l'exponentielle gamma V bar, moins 1 fois exponentielle moins gamma V. Et vous voyez que dans cette expression, si on fait V égale V bar à gauche ici, V égale V bar à droite, on trouve dans les deux cas C facteur de 1 moins exponentielle moins gamma V bar. Donc on a la continuité ici. Alors nous devons maintenant déterminer la valeur de la constante C. Alors pour ça, nous avons besoin d'une autre condition. Et en fait, elle intervient naturellement si on pense que P est une mesure de probabilité. Donc par définition, ça veut dire que son intégrale de 0 à plus infini doit être égale à 1. Donc l'intégrale de P de V dV est égale à 1. Donc si on écrit ça et on remplace l'expression de P, donc à gauche de V bar, à droite de V bar, on a C donc qui est en facteur, et on a ces deux intégrales. La somme doit être égale à 1, et vous voyez que
on intègre simplement ces exponentielles. Et vous voyez qu'ici, les termes exponentiels, en fait, vont s'annuler exactement, se compenser exactement, pour laisser le V bar à l'intérieur de la parenthèse. Donc, au final, on obtient simplement C V bar égale 1, ce qui identifie exactement la constante. Donc, C égale 1 sur V bar. En résumé, dans le cas où mu est une masse de Dirac, mu égale Dirac en V égale V bar, on obtient la forme suivante pour P de V. Donc on a 1 sur V bar, la constante qu'on vient de trouver, c'est 1 sur V bar, 1 moins exponentielle moins gamma V, pour V plus petit que V bar, et pour V plus grand que V bar, 1 sur V bar, exponentielle gamma V bar moins 1, fois exponentielle moins gamma V, exponentielle décroissante. Je rappelle ici la constante gamma, donc le 2 sur V0 d bar moins bar, et c'était constante réduite, et on les réexprime ici en fonction des constantes initiales. Je vous rappelle A, le taux d'addition, D, le taux d'élimination des ordres, et cette constante gamma est strictement positive. Alors, traçons maintenant un peu cette fonction. On va tracer P de V. Donc en abscisse, on a V ici, bien sûr, 0 à plus l'infini. P de V en ordonnée. Et ici, on a pris mu égale un Dirac en V bar, et V bar égale 5. Donc vous voyez, V bar égale 5. Et donc on voit tout de suite que le P de V qu'on obtient est une distribution très piquée ici, et le pic étant obtenu à l'endroit du Dirac, comme on s'y attend. Donc V égale V bar égale 5. En effet, un Dirac dans la dérivée seconde dans une équation différentielle va correspondre à un saut dans la dérivée première par l'intégration. Et vous voyez que P en V égale 5 est certes continu, mais la dérivée à gauche est différente de la dérivée à droite. Donc, en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est que dans ce modèle vraiment très très simple, on est arrivé à répliquer finalement le fait que la distribution de taille de notre carnet d'ordre possède un pic très marqué, et ça c'est compatible avec les observations. Alors d'un autre côté, donc du côté négatif si vous voulez, on voit que P décroît comme une exponentielle, c'était la constante exponentielle moins gamma V, mais ça ne donne pas forcément un très bon accord avec les données, et nous verrons par la suite comment obtenir une distribution plus réaliste. Alors nous allons étudier maintenant un autre cas de terme source mu. Donc c'est le cas où la distribution mu est égale à la fonction P elle-même, donc mu égale P. Alors, en fait, il s'agit d'un choix assez naturel, si on y réfléchit, parce que souvenez-vous que P de V est la probabilité que le carnet ait pour taille totale V. Donc, bien sûr, P de V est même une distribution de probabilité, et donc mu égale P est un choix valide. Alors, à quoi ça correspond? Ça correspond au fait que lorsque le carnet se reconstitue, on choisit une taille tirée de la distribution P elle-même. Alors c'est pour cela qu'on appelle la solution P qui va découler de cette procédure solution autocohérente ou self-consistent, solution autocohérente du problème de diffusion du carnet. Alors les équations sont les mêmes que précédemment, et on va simplement remplacer la masse de Dirac par P. Alors, on obtient bien sûr une équation différentielle totalement similaire, donc le P seconde, le 2 d bar moins bar sur V0 P', et un terme en constante fois P ici. Alors, gamma est la même constante que précédemment, je l'ai renoté ici, donc c'est le 2 sur V0 d bar moins bar.
Et on va noter, on va introduire finalement une nouvelle constante delta, qui est celle-ci, hein, donc qui est la constante qui apparaît devant le terme P, et qui est en fait un taux normalisé de reconstitution du carnet. Donc avec ces notations, on est conduit à cette équation aux dérivées partielles, donc ici, donc P seconde plus gamma P' plus delta P égale 0. Donc pour la résoudre, on va chercher de manière classique des solutions sous forme exponentielle. Donc P de V égale une constante fois exponentielle xi de V. Et si l'on remplace P de V dans l'équation différentielle, hein, qu'on a reportée ici, eh bien on voit que xi doit vérifier cette équation du second degré ici. Les solutions sont xi plus et xi moins égale 1 demi de moins gamma plus ou moins racine de gamma 2 moins 4 delta. Et la forme de solution qu'on en déduit, donc c'est P de V égale une certaine constante C moins exponentielle gamma moins V, plus C plus exponentielle gamma plus de V. Et on voit que eh bien, les deux, comme xi plus et xi moins, sont toutes les deux négatives, les deux solutions sont valables, puisque P de V tend vers 0 à l'infini. Alors maintenant, on doit tenir compte aussi de la condition de Dirichlet, ici, qui est que P de 0 égale 0, et donc on va obtenir, on va identifier en fait l'une des deux constantes en fonction de l'autre, et obtenir la forme suivante, donc une constante fois un terme exponentiel, fois un sinus hyperbolique de racine de gamma 2 moins 4 delta fois V. Alors on notera que la valeur de C est finalement fixée par la condition que l'intégrale de P de V de 0 à plus infini égale 1. On pourrait le calculer explicitement, mais on va choisir ici de faire ce calcul de manière numérique. Traçons maintenant cette fonction P de V, donc dans le cas qui nous intéresse où mu est égal à P. Alors, donc voici la fonction P de V, donc V de 0 à plus infini en abscisse, P de V en ordonnée. Alors, on notera qu'on a toujours un pic marqué hein, dans cette distribution de probabilité P de V, mais il n'est plus singulier, beaucoup plus lisse finalement que le cas précédent. Et c'est quelque chose qui est quand même plus proche de ce que nous avons observé dans les données. Par ailleurs, vous noterez aussi que la décroissance vers l'infini ici est quand même un peu moindre que ce qu'on avait avec, dans le cas précédent, de la masse de Dirac, toute chose égale par ailleurs. Donc globalement, ce cas ici qu'on a traité est en fait un meilleur accord qualitatif avec les observations. Alors, intéressons-nous maintenant à la forme du carnet d'ordre. Alors par forme, ce que nous allons entendre ici, c'est la taille agrégée disponible à chaque prix comme fonction de la distance de ce prix au mid, c'est-à-dire à la moyenne de la meilleure offre et de la meilleure demande. Alors, par symétrie, il suffit d'étudier un seul côté du carnet d'ordre et nous choisirons ici le côté droit, c'est-à-dire l'offre. Alors dans les données, la fonction de forme comporte une valeur maximale quand on s'éloigne du mid. Et elle est en forme de cloche, c'est-à-dire croissante à partir du mid, atteint son maximum et ensuite décroissante lorsqu'on s'éloigne du mid dans l'intérieur du carnet. Alors pour comprendre cela, il faut se souvenir que le carnet, dans sa moitié droite, représente l'offre latente à différents prix. Et typiquement, l'offre et la demande latente ne vont pas exactement se compenser. Elles vont former une fonction en cloche. Alors, pour voir ça de manière pratique, donc on va reprendre le jeu de données sur la bourse américaine et on va, pour chaque prix,
tracer la taille moyenne des ordres qui se présentent au prix considéré. Donc vous voyez, donc ici, en ordonnée, on a la taille agrégée à un certain prix, donc en dizaines de milliers d'ordres, et en abscisse, vous voyez, au milieu, on a le mid, et si l'on s'éloigne à droite, on va à l'intérieur du carnet côté ask, on s'éloigne à gauche à l'intérieur du carnet côté bid. Donc 0 en abscisse correspond au mid, et à gauche, nous avons le demi-carnet correspondant à la demande, tandis qu'à droite, nous avons le demi-carnet correspondant à l'offre, celui que nous voulons modéliser ici, donc demi-carnet droit. Donc vous observez que la taille agrégée ici a cette bosse dont on a parlé, qui est caractéristique dans toutes les données qu'on peut regarder. Et nous allons maintenant tenter de comprendre pourquoi. Alors pour ce faire, nous allons examiner un modèle assez générique et flexible, qui est le modèle de Bouchot, Mézard, Potters. Alors quelques notations d'abord. Donc on note ici A de T, la meilleure offre à l'instant T. Et on a représenté ici pour deux temps différents, T et T'. J'ai représenté également un ordre limite ici à droite, qui est dans le carnet. Delta ici représente la profondeur dans le carnet d'ordre limite auquel se situe la profondeur dans le carnet d'ordre auquel se situe l'ordre limite. U ici est le déplacement en temps de la meilleure offre. Et si on suppose une certaine distribution pi à l'aide de laquelle sont tirés les emplacements des ordres lorsqu'ils sont soumis dans le carnet, avant d'y rester, on peut faire le bilan de tous les ordres qui ont été ajoutés dans le carnet à travers le passé et en déduire ici le rho de delta t, donc qui est la densité au temps t des ordres limites situés à la profondeur delta dans le carnet. Donc pour faire ce bilan, on doit sommer sur tout le passé, d'où la première intégrale, de moins l'infini à t, t c'est maintenant, sur dt', et ensuite faire le bilan sur tous les déplacements u, d'où la deuxième intégrale, du, de l'intégrale sur u. Alors, il faut faire attention de conditionner à la probabilité d'observer le déplacement de la meilleure offre u, et donc on voit apparaître naturellement un propagateur en temps, qui est le dernier terme à droite ici, qu'on va supposer exponentiel. Alors, remarquez que le fait, remarquez également qu'il est nécessaire d'avoir l'inégalité delta plus a de t moins a de t seconde supérieur ou égal à 0 pour tout t seconde dans l'intervalle t', t. En effet, si on n'avait pas ça, l'ordre limite de vente aurait franchi la meilleure offre et donc il aurait disparu, qu'elle aurait été exécutée. Donc on ne devra plus le compter dans le bilan. Donc on a reporté l'inégalité ici. Alors on voit que P doit également satisfaire une relation de symétrie par rapport à moins delta. En raison de l'inégalité qu'on vient d'énoncer précédemment. Alors, si on suppose un univers gaussien, en fait, la distribution P ici doit avoir une forme de somme de gaussienne, et donc, à cause de la condition de symétrie, on va nécessairement avoir le fait que P doit être une différence en fait de deux gaussiennes symétriques par rapport à moins delta. Alors, le calcul de ρ est maintenant possible et on arrive à cette expression ici en fonction de la densité de placement des ordres pi. Alors, si on suppose de plus, ce qui est raisonnable au vu des données, que pi est une distribution
en puissance, hein, ici. Vous voyez, donc pi de u est une certaine puissance de u, hein, u puissance moins 1 moins mu pour un certain paramètre mu strictement inférieur à 1. On arrive à cette forme explicite ici pour ρ de delta, hein, donc encore une fois la densité du carnet d'ordre côté offre. Alors, du fait du choix de pi, on voit que ρ va également, comme pi, se comporter comme une fonction puissance elle-même. Donc ρ de delta va être proportionnel à delta puissance 1 moins mu quand delta est plus petit que 1, donc une puissance inférieure à 1, donc quelque chose comme une racine, si vous voulez, de delta, et va être décroissante quand delta est grand ici, quand delta tend vers l'infini, donc une puissance supérieure à 1. À l'aide de cette formule, on a maintenant tout pour calculer numériquement ρ de delta. Donc on l'a tracé ici. Donc en abscisse, vous avez le delta. Et en ordonnée, vous avez la fonction ρ de delta, donc la densité des ordres limites dans la moitié droite, donc la moitié offre, en fonction de la profondeur dans le carnet delta. Donc ce qu'on constate ici, c'est qu'on a une courbe qui part d'une valeur assez basse, donc asymptotiquement en fait 0, quand on se rapproche de la meilleure offre, qui a un pic, vous voyez ici, quand on atteint une certaine profondeur, bon assez faible, hein, une certaine profondeur dans le carnet, et qui tend vers 0 lorsqu'on regarde des ordres assez profonds dans le carnet. Et donc si vous vous souvenez de l'analyse des données qu'on a faite précédemment avec la forme du carnet d'ordre, eh bien on voit que on a un excellent accord qualitatif avec les données. Alors bien sûr, donc ça c'est le côté offre, hein, le côté droit. Par symétrie, on pourrait en déduire le côté demande, donc qui serait lui totalement symétrique, hein. Il y aurait cette forme-là. Et donc, on aurait l'image miroir de cette courbe pour delta négatif, ce qui nous donne la forme caractéristique du carnet d'ordre complet que nous observons empiriquement pour la taille agrégée à un niveau donné. Donc, double bosse à gauche et à droite du prix mid. Alors, qu'avons-nous appris dans ce chapitre? Un point. Nous avons constaté dans les données de la bourse américaine que le carnet d'ordre avait une taille agrégée privilégiée ici et qui était plus probable que les autres, et que le nombre de titres offerts à un prix donné était une fonction présentant un maximum de chaque côté du mid. Et pour expliquer ces deux phénomènes, nous avons introduit deux modèles. Un modèle de diffusion des prix, qui est ici, et un modèle de bilan diffusion des ordres, dit modèle de Bouchot, Mézard, Potters, ici. Alors, le premier modèle nous a expliqué pourquoi la taille agrégée du carnet a un histogramme qui a cette forme, et le deuxième modèle, quant à lui, a expliqué la formation d'un surplus d'ordre de part et d'autre du mid ici. On a donc vu que ces deux modèles, assez simples, permettent de comprendre ce qu'on observe dans la réalité, dans les données, avec un assez bon accord.